Divertissant qui édifiant. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, le PEC. Parlons du PEC. Le PIC. PEC. Le PEC. Comme dans pectoraux. Exactement. Ah, Ouais, puis. Alors, c'est Bernard Drinville qui a mis ce dossier-là à l'avant-plan hier. Bernard Drinville, candidat à la direction de la CAQ. Pourquoi il a fait ça? C'est la meilleure défense, parfois, c'est l'attaque. Puis, il faut dire qu'il était un peu mal pris, Bernard Drinville, parce que quand François Bonnardel, qui est une sorte de caution de l'ADQ, et l'ADQ s'est redevenu à la mode depuis depuis le virage centre-droit de la CAQ. Alors, Depuis que Mario Dumont retourne en politique. non, commence pas, toi. Arrêtez. Ah non, faut pas dire. C'est une blague. Pauvre Mario! Mario, il va péter les plombs. On a l'impression que Mario se bat contre une espèce de bête à 20 tentacules qui repousse constamment. Ouais. Mais tu sais, comme dans le parrain, le troisième, là, dans le parrain, quand il est dans la cuisine, là, puis Al Pacino est vieux, puis il est le parrain, puis il dit « J'essaie de sortir, mais il me tire toujours à C'est comme pareil, tu sais. Il peut pas sortir de l'ADQ, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bref, c'est l'ADQ au menu. Donc, c'est François Bonnardel, en apportant son appui à Christine Fréchette, quand même, il lui a donné une caution à des kistes. Puis c'est cette caution-là que voulait précisément Bernard Drinville. Donc hier, il a attaqué de façon assez habile sur le programme de l'expérience québécoise qui a été aboli en novembre, puis qui a fait, selon plusieurs, des orphelins. Combien? Ça, c'est un mystère, Benoît. Parce que, tu sais, il dit ça prendrait une clause grand-père pour plusieurs d'entre eux, mais combien exactement? Puis, dans le débat public, tu sais, tu as eu le ministre qui est monté à un moment donné jusqu'à 400 000. Ça serait 400 000 personnes à qui on donnerait pratiquement la résidence permanente. Tu sais, il a baissé à 350 000 2 jours plus tard. Il y a des experts qui disent que c'est pas du tout ça, c'est exagéré. Ce matin, le PQ a fait un point de presse. Puis il a dit, ben nous, on est pour une forme de clause grand-père pour certains d'entre eux. Ça s'appliquerait à 30 000 d'entre eux. Donc, écoute, les chiffres varient tellement parce que c'est tellement compliqué qu'on s'y perd un peu. Donc, Bernard Drinville, tu sais, qui appuie une clause grand-père, il faut dire que c'est un peu le monde à l'envers parce que c'est celui qui représente l'identité, l'identitaire, le débat, la préoccupation pour l'identité québécoise, qui appuie une mesure qui est vue comme une mesure immigrationniste. Hein? Et donc, en plus, il y a des sondages qui font en sorte que 63% des Québécois seraient en faveur d'une sorte de clause de droit acquis aux travailleurs étrangers temporaires. Alors, bon. Mais surtout, on sait bien pourquoi, là. Mais c'est parce que, tu sais, on ne fait pas affaire avec des grippins. Là. C'est des êtres humains, c'est des familles. Fait que si tu les accueilles, tu sais, on va respecter notre parole. Là, de là à voir, tu sais, la politique des réfugiés, des immigrants illégaux, je veux dire, tout ça est à revoir, d'après moi. Il y en a 32 000 qui sont dans la nature. On ne sait pas où ils sont rendus. Le gouvernement canadien n'a aucune idée où est-ce qu'ils sont rendus. Mais ceux qui sont là, qui sont avec nous, puis qui sont dans nos villes, puis qui travaillent avec nous, puis qui grandissent avec nous, là, tu peux pas les barouetter de même. Ça se peut pas, là. C'est ça. Puis hier, Bernard Drinville, il était à Saguenay. Puis moi, je suis allé à Saguenay pendant la campagne électorale fédérale. Tu te souviens quand je t'ai parlé des soudeurs de chez Proco, une compagnie, là, tu sais, l'entrepreneur, il dit, si vous m'enlevez mes soudeurs, c'est effrayant, je vais être obligé de diminuer mon chiffre d'affaires considérablement. Puis en plus, il dit, ces gens-là parlent français, leurs épouses enseignent souvent l'espagnol. Il y en a qui s'étaient créés comme une petite école d'espagnol aux Québécois du Saguenay. Donc, il y avait vraiment une intégration, là. Et il disait, ben, vous voulez qu'on mène une guerre commerciale avec les États-Unis, vous m'enlevez mes soldats. Alors, c'est ce genre de discours-là auquel Bernard Drinville a fait référence hier. Puis, je comprends donc, je t'ai donné l'analyse stratégique de la chose.
la meilleure défensive, c'est l'attaque, mais en même temps, il y a quelque chose de vrai, là. Comme tu dis, c'est pas des grille-pains. Puis ce matin, le Parti québécois, euh, il a pris position. Je te l'ai dit, eux autres, ils régulariseraient la situation de 30 000 d'entre eux, puis ils demandent aux maires et aux mairesses de préciser là, ce qu'ils veulent dire par clause grand-père, puis pour qui exactement. Parce que si tu vas jusqu'aux étudiants, ça peut aller très loin. Oui. Et le barreau, tu dis, il fait encore de la politique. Ouais, tu sais, j'avais critiqué fortement une sortie du barreau récemment qui disait que au fond, on vivait au Québec une dérive autoritaire un peu à l'image de celle qui se vit aux États-Unis ou en Hongrie. Tu sais, écoute, c'était vraiment excessif comme sortie. On sait que vice-président du barreau, un des vice-présidents du barreau, c'est Rémi Bourget qui se bat contre la loi 21. Là, c'est un des procureurs qui dénonce l'utilisation de la disposition de dérogation. Ben là, c'est devenu une position du barreau du Québec que de forcer les législateurs québécois à se menotter d'une certaine façon quant à la disposition de dérogation. La disposition de dérogation, je le rappelle, ça permet de dire aux tribunaux, ben, vous n'avez pas le droit d'appliquer votre interprétation des droits sur cette loi-là. Là. Et on pense à la loi sur la laïcité, mais la loi 96 aussi, ça a été beaucoup utilisé au Québec, même par des gouvernements libéraux, là, depuis que ça existe, la disposition de dérogation. Et là, le barreau du Québec dit, non, non, il faudrait adopter une loi cadre qui déterminerait comment on peut, finalement, on peut utiliser et quand on peut utiliser cette disposition de dérogation-là. Donc, Marcel Olivier Nadeau est allé présenter ça mardi, c'est-à-dire aujourd'hui au Parlement, le bâtonnier. J'ai bien aimé la sortie du Parti québécois qui a dit, ben non, ça serait une façon d'empêcher le législatif, donc les élus du Québec. Eux autres sont élus là, de parfois adopter des lois qui vont contre une certaine interprétation des droits qu'ont fait les tribunaux. Et Pascal Paradis a eu ce commentaire suave. Moi, je le salue, le Pascal Paradis du Parti québécois. On peut dire qu'il appuie d'une certaine façon Simon Jolin Barrette dans sa protection de la disposition de dérogation. On peut écouter Pascal Paradis tout à l'heure là, au Bernard Lalonde. Ce que nous disons, c'est qu'il faut faire attention aux qualificatifs qu'on utilise. Quand le barreau du Québec parle de dérive autoritaire, il faut faire attention. Là, ici, vous savez d'où j'arrive, là. J'ai travaillé 25 ans dans des pays où les dérives autoritaires, l'autoritarisme, ce sont des mots qui ont un sens. J'invite le gouvernement du Québec à porter une grande attention à ce que le barreau... Alors, c'est ça, tu sais, il invite le gouvernement du Québec, le PQ, à pas écouter le barreau, dans le fond. Puis dans l'histoire, le barreau a souvent fait des sorties mal avisées. Là, je pense quand il était contre, par exemple, le no fault en matière d'assurance automobile. Ouais. Je veux dire, il y a eu ça aurait été triste qu'on n'ait pas ça. En tout cas, on aurait payé plus cher d'assurance. Puis ça aurait finalement servi surtout aux avocats. Donc, sortie intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Tu sais, d'un côté, tu dis, ben, on a tous le droit à la liberté d'expression. Le barreau a le droit de s'exprimer. En même temps, quand le barreau s'exprime, est-ce qu'il s'exprime au nom de tous les avocates du Québec? Est-ce qu'il a fait un Certainement sondage? pas ici, en tout cas. Non, mais est-ce qu'il a fait Pascal un sondage? Paradis, en tout cas, il est pas d'accord. Non, c'est ça. C'est ça, c'est un avocat. Non, mais tu as tout à fait raison. Et le barreau va très loin. Puis, moi, je pense qu'il excède un peu sa raison d'être. Le barreau est là pour lutter contre quoi, surtout, là? Oui, contre les atteintes à l'état de droit, mais aussi, surtout, contre les avocats véreux qui trompent le public. Ouais, ouais. Alors, les crinqués, moi, je pense qu'il devrait se garder une petite gêne quand il dit comme ça, quand il affirme des choses aussi énormes qu'on s'en va vers une dérive autoritaire parce qu'on utilise la disposition de dérogation. Au contraire, ça permet de favoriser le dialogue entre les juges puis les élus. Nos élus sont quand même importants, là. Ils prennent des décisions puis ils adoptent des lois.
C'est pour ça la disposition de dérogation. Même Jean Chrétien était d'accord avec ça quand ça a été adopté. Donc, parce que le voilà. barreau commence à faire de la politique. Là, tu sais, c'est sur la limite de la politique, puis je pense pas que ça soit son rôle. Alors, tu sais, Un des vice-présidents, c'est un procureur qui se bat contre... C'est Rémi Bourget. Il se bat contre la loi 21. Il est à l'offensive. Là. super. Un des vice-présidents du barreau. C'est vrai, c'est bon. Ça doit influencer les décisions du barreau, ça, quand t'as ça comme président qui prend part publiquement contre une loi dûment votée à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas une loi comme à Santé Québec, puis si on avait avec Régine Le Laurent... droit de réserve, là? Ben ouais, on y avait proposé ça. Pourquoi c'est pas la même chose au niveau du barreau si on sent que quelqu'un est imputé un déterministe politique dans ses intentions? Il pourrait y avoir une sorte de devoir de réserve, effectivement. Ben pourquoi pas? Ben- Moi, ça me fait penser à ça. Ouais. C'est bien à la mode de combattre la loi 21 Bonne au barreau, de toute proposition. évidence. Parfait. Antoine Robitaille, merci. On se reparle demain. On se reparle